peut s'attendre à ce que plus la symétrie d'information est grande sur les marchés de capitaux, plus les bailleurs de fonds sont exigeants en termes de rémunération, juste pour compenser les risques qu'ils supportent. Reining-Petacci fournit un test original et particulièrement puissant de cet effet dans le cadre du marché américain. Son étude a été publiée dans le Journal of Accounting and Economics. L'auteur utilise un changement de réglementation comme choc exogène sur les pratiques des entreprises en matière de communication financière. Elle envisage ces effets sur les exigences de rémunération des bailleurs de fonds et observe les évolutions des choix des firmes en matière de financement. C'est un cadre particulièrement adapté pour observer les effets de l'asymétrie d'information sur les structures de capital. Adoptée après l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, la réglementation dite FD, Fair Disclosure, a interdit aux entreprises américaines de communiquer des informations sensibles à des groupes spécifiques de professionnels, en particulier des analystes financiers. Elle les a obligés soit à ne pas communiquer, soit à les rendre publics simultanément. En revanche, concernant les dettes, cette réglementation était sans effet puisque les entreprises pouvaient continuer à échanger avec la banque ou à fournir plus d'informations aux agences de notation. Comme la réglementation FI ne s'applique pas au marché de la dette, on peut penser qu'elle est sans effet sur les niveaux d'asymétrie supportés par les prêteurs. Et donc, les conditions de coût ne devraient pas être affectées. De même, pour les sociétés ne pratiquant pas la communication privilégiée auprès des professionnels, c'est-à-dire les analystes, rien ne change. L'asymétrie devrait rester la même et le coût des fonds propres non affecté. Il a été constaté que de nombreuses grandes entreprises pratiquant les réunions privilégiées avec les professionnels les avaient remplacées par une communication publique et n'avaient pas réduit leur flux d'informations. Pour elles, on peut attendre une diminution de la symétrie d'information, voire une baisse du coût des fonds propres. En revanche, de nombreuses entreprises plus petites ont purement et simplement réduit leur flux d'informations. Pour elles, on peut s'attendre à un accroissement de l'asymétrie et donc à une augmentation du coût des fonds propres. La méthode utilisée par l'auteur consiste à comparer les changements dans les structures du capital avant et après l'adoption de la réglementation FD pour un groupe de contrôle des entreprises recourant à une communication publique avant FD et donc non affectées par la réglementation nouvelle, et pour les autres qui constituent le groupe de traitement. Cette différence dans la différence est ensuite étudiée suivant la dimension asymétrie d'information. On s'attend que la différence de changement de structure du capital soit plus élevée pour les firmes à forte asymétrie d'information, du fait du renchérissement relatif des fonds propres, ce qui n'est pas vrai pour celles à faible asymétrie. C'est ainsi que l'approche recourt à une troisième différence. Pour ce genre d'études, il n'existe malheureusement pas de groupe naturel de contrôle, c'est-à-dire de firmes a priori non affectées par la réglementation. Pour contourner la difficulté, Petacci emprunte à Wang, dans son article de 2007, une méthode pour identifier les entreprises recourant principalement à une communication publique avant l'adoption de la réglementation FD, et donc peu sujet aux effets restrictifs de cette réforme. Le groupe de traitement contient toutes les autres entreprises. L'asymétrie d'information qui est prise en compte ici est dite extensive, c'est-à-dire une asymétrie qui prévaut entre les catégories d'investisseurs et non celle qui existe entre les dirigeants d'une part et le marché. L'étude repose principalement sur la probabilité d'ordre informé, appelée encore
film. La mesure est celle de Duarte et Young dans leur article de 2000. D'autres tests de robustesse sont fournis permettant d'exploiter d'autres mesures dérivées par exemple des spreads observés. L'étude empirique porte sur la période 1996-2004 aux États-Unis, c'est-à-dire sur les 4 années précédant l'adoption en 2000 de la réglementation FD et sur les 4 années suivantes. L'univers de base est celui des entreprises suivies par la base Compusta, dont 993 ont été identifiées comme ayant une communication publique active. 973 ayant privilégié avant l'adoption de FD les communications privées. Au total, en tenant compte des disponibilités d'informations durant la deuxième période, l'échantillon comprend 273 firmes pour le contrôle et 1399 pour le traitement. Pour traiter le problème de diff in diff in diff, Petacci utilise un modèle économétrique avec 3 variables d'interaction construites autour des indicatrices traitées et FD et de la variable ACI. Le modèle contient par ailleurs des effets fixes pour firme et par année, ainsi qu'un vecteur grand X de variables de contrôle. Le coefficient le plus important est petit delta, associé à la triple interaction traitée FI ACI. 2 mesures de levier d'aide sur actif sont utilisées, une comptable et l'autre avec des valeurs de marché. Dans les 2 cas, le coefficient delta est significativement positif. Il indique que le levier a augmenté pour les entreprises traitées les plus exposées à l'asymétrie d'information. Ce n'est pas vrai pour les firmes du groupe de contrôle. La somme de delta et phi est non différente de 0. En effet, égale à 0,369 moins 0,479. Le résultat précédent apparaît particulièrement robuste. Si d'autres mesures d'asymétrie d'information sont utilisées, en particulier à base de spread, les résultats restent identiques, mais seulement significatifs quand la mesure du levier est exprimée en valeur de marché. Enfin, l'auteur propose un autre groupe de contrôle, moins puissant que le précédent, construit autour des firmes ayant pratiqué des Open Conferences avant 2000. Les résultats s'avèrent, là encore, similaires, quoique plus faibles. Enfin, Petacci cherche à vérifier si les changements de levier viennent plutôt d'une baisse du coût des dettes que d'une hausse du coût des fonds. Ces résultats ne mettent pas en évidence le changement significatif du coût des dettes pour les firmes traitées et soumises à une forte asymétrie. C'est donc bien l'accroissement du coût des fonds propres qui est le moteur. Le résultat est consolidé par l'observation selon laquelle ces mêmes firmes ont eu plus recours à la dette. En conséquence, cette étude confirme, dans un cadre expérimental solide, que l'asymétrie informationnelle extrinsèque, c'est-à-dire entre catégories d'investisseurs, est bien une source d'augmentation du coût des fonds propres. Quand cette asymétrie augmente de manière significative, elle peut provoquer un accroissement des leviers de dette, du moins pour les firmes les plus exposées à ce style d'asymétrie. Ainsi, une conséquence inattendue de la législation américaine Fair Disclosure, FD, renforçant la protection des petits actionnaires, est d'avoir provoqué une hausse du coût des fonds propres pour les entreprises les plus petites et les plus sujettes aux asymétries d'information, et d'avoir incité leurs dirigeants à s'endetter plus. Les réglementations concernant le fonctionnement des marchés ne sont donc pas sans impact
sur les finances d'entreprise.